Voici enfin arrivé l'épisode 3 des aventures d'un notre ML acheté pour une bouchée de pain. Il me semble qu'il était attendu au tournant, notamment pour le remplacement d'une crémaillère, un truc comme ça. Pour ce faire, il s'agit de mettre la voiture sur chandelle avec un maximum de hauteur sans risquer de se la prendre sur la tronche. Le démontage va débuter par la déconnexion des rotules de direction. Un peu de force brute placée aux endroits adéquats devrait permettre d'y arriver sans trop de mal. Et ça, c'était en attendant de recevoir la pièce maîtresse de ces opérations. Ah! Devinez ce qu'on a reçu. Une belle crémaillère pour le ML. Vous savez ce qu'on va faire avec? On va la poser là, voilà, ici. Et puis on va faire autre chose. Parce que vous aviez raison. Et j'avais tort. Et ce n'est pas faute de me l'avoir conseillé par commentaire interposé. Pourtant, après avoir passé du temps à examiner cette partie de la direction, j'étais persuadé d'avoir du jeu à l'entrée de la crémaillère et non pas via le cardan de la colonne de direction. Mais à culpa. Et grand hommage à ceux qui m'avaient parlé de cette pièce qui est en réalité la seule fautive dans l'histoire. Après un bon moment passé à s'être senti très con, j'ai donc commandé un cardan en bon état qui va remplacer notre pièce d'origine. L'accès n'est pas extraordinaire, mais avec un peu de patience et d'éclairage, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. On peut ici observer le jeu qui peut sembler minime sur une pièce aussi petite, mais imaginez celui-ci démultiplié par le diamètre du volant. Et je profite d'avoir sorti les rotules des moyeux pour remplacer un soufflet qui était fendu. Si la rotule n'a pas de jeu, pourquoi la remplacer entièrement ? Après avoir tout remonté, un petit tour me permet de confirmer que désormais le ML se comporte normalement. Je suis presque déçu de ne pas avoir eu à remplacer la crémaillère, moi qui m'étais fait à l'idée. Pour varier les plaisirs, je m'intéresse à l'éclairage désastreux de la voiture. Et ça tombe bien, j'ai reçu des ampoules LED un peu particulières qu'on m'a proposé d'essayer. Vu l'état d'opacité des phares du 430, on va plutôt les installer sur le 320 qui dispose de phares lenticulaires récents. Ce sont donc des ampoules LED de la marque Bosla proposées dans toutes les configurations de branchement possibles et qui ont pour particularité de comporter une LED blanche et une LED jaune. Mention spéciale au packaging plutôt sympa et complet mais qui hélas finira probablement à la poubelle. Pour réaliser les tests, il va nous falloir affronter la nuit et ses dangers les plus redoutables. Admirez l'éclairage d'origine, en feu de croisement et en plein phare. Aucune remarque particulière pour le remplacement des ampoules sur ces phares de grande taille qui permettront sans problème de remonter les caches d'étanchéité malgré la présence du système de ventilation des ampoules. Même chose côté opposé. Au passage, si ce produit vous intéresse, je vous ai mis un lien en description. Là, c'est nettement mieux. Les pleins phares qui sont pourtant restés avec leurs ampoules d'origine semblent bien plus efficaces, mais on pourrait même s'en passer sans difficulté. En coupant les feux de croisement et en les réactivant, on change le mode d'éclairage des ampoules, à savoir blanc, blanc plus jaune, jaune uniquement et jaune clignotant pour compléter les feux de détresse dans le cas où on aura besoin de se signaler.
et pas vraiment argumenté dans leur process de vente, mais à ma connaissance, l'éclairage jaune est plus efficace par temps de faible visibilité comme le brouillard. Personnellement, j'y vois un autre intérêt, à savoir celui d'améliorer l'éclairage de véhicules anciens tout en conservant leur éclairage jaune souvent caractéristique. À ce sujet, je leur ai donc proposé de temporiser l'allumage et l'extinction des ampoules afin qu'elles ressemblent à celles d'ampoules halogènes classiques. Peut-être que ça se fera un jour. Pour revenir au ML430, lui a besoin déjà d'une bonne rénovation de ses optiques pour qu'un éclairage puisse efficacement passer à travers. Alors on s'y met, ponçage, lustrage, et c'est comme neuf. Pour ma part, je m'embête pas à vernir car si celui-ci ne résiste pas aux affres des UV, il faudra de nouveau le décaper pour repartir sur un résultat correct. Et on termine par le côté droit. En y passant 20 minutes par phare, on obtient déjà un très bon résultat. Mais c'est parfois bien plus long, selon l'épaisseur de la glace endommagée. En admirant ces optiques enfin transparentes, je me rends compte que ce ML mériterait quand même un bon nettoyage pour avoir un aperçu de son potentiel. Certains panneaux de carrosserie sont très micro-rayés et je décide donc de tester un coup de lustrage sur le capot pour commencer. Et ça en valait vraiment la peine. Voilà qui donne vraiment un aperçu de l'état global de cette Mercedes, à savoir, très bon. À quelques détails près, vous avez vu l'état de ses pare-chocs? Je peux décemment pas les laisser comme ça. On va donc repasser à l'atelier ponçage, peinture et vernis, en bombe bien sûr. Et on va faire tout ça bouclier déposé, surtout que c'est très facile à faire sur cette génération de ML. Quelques boulons pour chaque, facile d'accès et aucun clip à la con risquant de casser. Seule la plaque d'immatriculation me donne un peu de fil à retordre avec un rivet mal sectionné. Et ouais, c'est qui le patron là? Après cette très brève perte de sang-froid, on reprend nos activités dans le calme. Certaines rayures particulièrement profondes nécessitent la pose d'une couche de mastic. C'est au tour du pare-choc arrière d'être déposé. Il va subir le même traitement.
Après un dégraissage soigneux, on peut commencer par passer l'apprêt dans les zones qu'on a précédemment travaillées. On va ensuite reponcer entièrement cette couche pour obtenir un résultat parfait lors de la peinture et vernis définitif. J'utilise ici un accessoire assez pratique qui permet d'améliorer la prise en main de la bombe. Ça ne coûte pas grand chose et ça permet de régler plus finement le débit de la bombe. Comme d'habitude, on commence par les zones les plus difficiles d'accès pour éviter de faire des coulures en y repassant en dernier. Certains en avaient parlé et j'avais totalement oublié ce produit, mais il existe des bombes de vernis avec durcisseur à activer avant utilisation. Ce produit est quasiment l'égal de celui qu'on utilise au pistolet et son application est aussi facile que son rendu est proprement excellent. Et c'est finalement à peine plus cher. Seul inconvénient, il faut l'utiliser assez rapidement. Et que vous me voyez esquier de temps en temps, le jet de la bombe peut parfois accumuler des résidus sur le bord métallique du récipient. Pensez donc à l'essuyer de temps en temps, sinon dès que vous pencherez la bombe, quelques gouttes malvenues iront ruiner votre peinture toute neuve. Ce serait dommage de passer à côté de ce genre de résultat, non ? Et autour du second pare-choc que je ne vais repeindre que dans sa partie basse puisque la supérieure est dans un très bon état. J'ai toute confiance dans la précision du mélange des bombes que j'utilise, alors on peut se le permettre. Soyez vraiment soigneux lors du dégraissage avant peinture, tout comme à l'étape du dernier ponçage. C'est principalement ce qui déterminera la qualité de la peinture et de sa tenue dans le temps.
Et voilà, il ne nous reste plus qu'à enlever le papier de masquage, attendre une journée de séchage, puis les reposer sur la voiture pour profiter du résultat final. Tant qu'on est dans le remontage, je vais également correctement remettre en place la baie de pare-brise qui n'a manifestement été remontée que partiellement par l'ancien propriétaire, ce qui gênait le fonctionnement des bus de lave-glace. Notez que sur ces W163, on peut relocaliser les vérins de capot pour l'ouvrir à 90 degrés. C'est assez pratique. Après ce monumental travail, je vais juste protéger les zones de tôle mises à nu que j'ai précédemment traitées au convertisseur de rouille. J'ai estimé que les dégâts n'étaient pas assez importants pour s'embarquer dans un long travail de carrosserie. Je pulvérise dans un bouchon un peu de vernis, puis un restant de peinture que j'ai précédemment utilisé pour les pare-chocs. Autour du rétroviseur conducteur de recevoir une glace neuve étant donné que la fonction électrochrome n'est plus assurée par les cristaux liquides qui, comme leur nom l'indique, ont définitivement coulé. Voilà, extérieurement, le ML est fin prêt. Il n'est toujours pas parfait, mais il présente suffisamment bien pour que je puisse m'arrêter là. Passons maintenant à l'intérieur, qui a besoin d'un bon rafraîchissement.
Déjà, il manquait l'entourage gauche du siège conducteur. Ça tombe bien, j'en ai trouvé un d'occasion. Autre bricole inadmissible, le porte-gobelet passager qui ne tient pas fermé. Le petit mécanisme de verrouillage est fendu, je me suis donc ici contenté de le maintenir en place avec un rilsan. La pièce est disponible en neuf chez Mercedes, mais pour moi, c'est pas la porte à côté. Autour de la sellerie maintenant de subir une cure de jeunesse. J'ai mélangé un nettoyant cuir avec un peu de dégraissant car ils sont vraiment très incrustés de saleté. La coudoir et le volant y passent également et ne nécessiteront pas de travail ultérieur. Côté passager, c'est pas beaucoup mieux avec en prime une moquette dans un état pas formidable. La banquette est finalement un des éléments les plus atteints, ce qui est assez inhabituel, on va s'en occuper. Le côté brillant qu'on peut voir ici est bien le signe d'une saleté bien incrustée par les années en tout cas. Maintenant, on a bien envie de s'y installer. Ça change. Le siège conducteur a besoin d'un peu plus de soin à base de teinte pour le cuir. Si vous avez des doutes sur la technique, je vous invite à visualiser l'épisode 11 consacré à la DB7. Pour notre souci de moquette, j'ai utilisé un nettoyant textile puis un injecteur extracteur. Ça n'a pas suffi à tout retirer, mais c'est tout de même moins pire.
Dernier détail de l'intérieur, le tissu des montants de pare-brise qui était en grande partie décollé. Un peu de néoprène fera ici l'affaire. Observez un habitacle dorénavant accueillant et digne de son blason. Comme quoi il suffit de pas grand chose pour transformer une semi-porcherie en un intérieur d'aspect quasiment neuf. Et on n'allait pas laisser ce ML tranquille sans s'occuper un minimum de la partie mécanique. J'avais remarqué que l'entraînement des accessoires était un peu bruyant, et pour cause, de galer son HS. Par chance, j'en ai d'avance en très bon état et ça me permet également de remplacer le tendeur par une version avec levier, bien plus pratique que la pièce montée jusqu'à présent. Là, c'est ok, les roulements sont bons. Lors du trajet de rapatriement, j'avais remarqué un son assez désagréable qui provenait de l'échappement. Après avoir soupçonné un moment le collecteur d'échappement droit, j'ai finalement localisé la fuite au niveau d'un support de ligne du même côté. L'occasion de m'initier pour la première fois à la soudure grâce à du matériel mis à disposition gracieusement par Christophe. Merci. Faut que je regarde. Il reste encore un petit trou, je pense, mais ça a l'air pas mal. Ah, c'est dingue, ça va toujours dans ma main. Ça sent le barbecue un peu là. Ça sent la viande grillée. Ben, on va peut-être pouvoir tester. Je débranche. Ouais, vas-y. Je vais boucher l'échappement. Tu veux te mettre juste à genoux et voir si tu arrives à l'entendre. Non, ça va, il n'y a pas de bruit. Ça a l'air bien, non? Ouais, ouais. Parce qu'avant, il faisait quand même un tas de bruit. Là, j'entends plus. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai réussi ma première soudure. Et c'était pas la plus facile à mon avis. Ouais, t'es mal placé là. Et voilà, on arrive déjà au bout de l'aventure avec ce ML430. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, sauf ce petit passage anodin concernant la crémaillère. Donc si vous avez besoin d'une crémaillère pour un ML, bah, contactez-moi, j'en ai une toute neuve à vendre. Et bah, pas grand chose à dire de plus, aujourd'hui il fonctionne vraiment bien ce machin là, et bah, il est en super état. Alors il y avait déjà pas mal de points positifs quand je l'ai acheté, parce que finalement j'ai pas fait tant de choses que ça dessus, mais il manquait quand même pas mal de choses pour qu'il puisse en état d'être vendu, et surtout qu'il puisse rouler correctement. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc il a toute sa puissance,
La boîte fonctionne super bien, aucun voyant n'est allumé, donc j'appelle ça une victoire. Et donc il pourrait être à vous en l'échange d'une somme faramineuse que je vais définir très bientôt. Donc si vous voulez un ML en super état qui est prêt à enchaîner les kilomètres, contactez-moi. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis bonnes vacances et à très bientôt.